Bonsoir, bonsoir. Voilà, voilà. Donc, nous sommes le dimanche 10 novembre et Massine Islam vient d'arriver. Bonsoir. Ainsi que Aziz Madran, Zahia, Zahou Ben Abid, Rachid Zegzaoui, Mohamed Atalawi, Saoura Bouazin, Alatovitch, Ivanovic, Massine Islam, bonsoir. Chantal, bonsoir. Fares Gump. Alors, moi aussi, je suis heureux de vous retrouver. Fan, Hamid Gessouz, Zouhair, Justine Fan, bonsoir. François Youssef Salah Hamouri. Enfin, je pense pas que ce soit celui qui est en prison, mais enfin. Mohamed Ben Dahou, Ben Brahim Mohamed, Stéphanie et René Langlois, Paloma, Mohamed Ed, bon, ça va vite, hein, les noms, il y a du monde, donc on va y aller. Voilà, je ne peux pas citer tout le monde maintenant parce qu'il y a beaucoup qui passent. Jamila Salam, Romain, Julien, Zaïd, Yasmina Touati, Monsef, Leila Kerish, Rachid, Mohamed Ben Dahou. Bon, alors voilà. Donc, je voulais vous entretenir ce soir de la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade. Bon. Ça fait pas mal de buzz. Ça a l'air d'être secoué le monde, scandale, etc. Mais bon, pour moi, je relativise pas mal l'événement, dans le sens où cet événement s'inscrit dans la droite ligne, dans la suite d'événements qui ont commencé déjà. Je ne vais pas remonter à la déclaration Balfour, ni à 1948, mais disons en 1967. Bon. Vous savez qu'en 48, le plan de partage prévoyait que Jérusalem serait une capitale, une ville sous autorité internationale. Bon, finalement, Israël et la Jordanie se sont partagés la ville en fonction du rapport de force. Et en 67, comme vous savez, Israël avait préparé très très bien la guerre, c'est-à-dire des années à l'avance. On le sait parce qu'il y a eu énormément d'actions d'espionnage, de préparation. Vous savez, on ne détruit pas les armées syriennes, égyptiennes et jordaniennes en 3 jours. Bon, donc, tout ça s'était préparé. Malheureusement, l'Égypte est tombée dans le piège, Nasser est tombé dans le piège. Il a bloqué le détroit. Enfin bon, je ne vais pas vous faire l'histoire. Et finalement, Israël est passé pour la victime qui se défend. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi vous savez, Johnny Hallyday, on a ressorti cette histoire. Paraît-il qu'en 67, il a voulu se porter volontaire pour défendre Israël, parce qu'il était menacé d'extermination. C'est comme comment dire, les troupes internationales qui étaient allées défendre la démocratie en Espagne contre le fascisme de Franco. Et à l'époque, enfin je me souviens très bien, en 1967, Israël avait réussi le coup de force extraordinaire, alors qu'il a battu les 3 pays, les 3 États arabes en quelques jours, 3-4 jours. Il avait, comment dire, parce qu'il y avait un crétin, le président de l'OLP à l'époque, qui avait dit « Nous allons jeter les Juifs à la mer ». Bon, donc, évidemment, la propagande sioniste
a utilisé cette déclaration pour dire qu'il va y avoir un nouvel holocauste, la Shoah, machin, etc. Et juste pour vous dire qu'il y avait 100 000 personnes à Paris pour défendre l'État d'Israël. 100 000, dont Jean-Paul Sartre, etc. C'est dire à quel point la propagande marche très bien. Alors, donc, c'était préparé de longue date pour conquérir le Sinaï, la Jordanie, enfin la Cisjordanie et le Golan. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé en 67? Une fois Jérusalem conquise, Israël a chassé des dizaines de milliers d'habitants de la zone pour construire des colonies israéliennes. Et en 1969, 68 ou 69, enfin bon, Israël a annexé juridiquement Jérusalem-Est, donc la Jérusalem arabe, annexée juridiquement. Évidemment, enfin, pour moi, c'est pire, c'est beaucoup plus grave que ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une violation flagrante du droit international, la légalisation du coup de force. Évidemment, enfin bon, on dit que les pays occidentaux n'ont pas reconnu, n'ont jamais reconnu ce coup de force. Mais bon, vous savez, la politique israélienne, c'est le fait accompli. C'est-à-dire, petit à petit, on construit et on mène les gens devant, voilà, une situation irréversible. Et donc, Israël s'en fichait pas mal, de toute façon, pour lui, du moment que l'Occident ne faisait que proférer des paroles sans aucune menace concrète, il a continué à conquérir. Donc, non, j'ai pas vu pour Netanyahou, Pascal, si enfin, vous me le direz après. Donc, le monde arabe, suite à la défaite cuisante de 1967, a décidé, c'est la réponse des Arabes, hein, enfin, sous la direction de Hassan II. Hassan II, le grand allié d'Israël et du Mossad. Hassan II a lancé l'organisation de la conférence islamique, c'est-à-dire la réunion d'une cinquantaine de pays arabes et musulmans pour défendre Jérusalem. Bon, ils l'ont tellement bien défendu qu'en 67, il y avait 0 colon. Aujourd'hui, il y a 250 000 colons autour de Jérusalem. Bon. Évidemment, ces pays arabes et musulmans, ces grandes gueules, se réunissaient une fois par an ou 2 fois, enfin, ça n'a pas d'importance, et prenaient des résolutions. Ils n'ont jamais pensé à une chose, par exemple. Pourquoi ne pas acheter des terres à Jérusalem? Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous savez, les Juifs américains, les millionnaires, les milliardaires, ils payent des sommes colossales pour acheter n'importe quelle parcelle. Il y a quelques jours, l'Église orthodoxe a vendu des terrains, elle ne savait pas que c'était à Israël. Israël est passé par des tas d'intermédiaires et finalement l'Église orthodoxe voilà, elle a découvert qu'elle avait vendu ces terres à Israël. Donc en fait, pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne l'ont jamais fait, les Arabes? Ils n'ont pas acheté 1 mètre carré. Ben, tout simplement parce qu'ils ont la trouille. C'est-à-dire, ils ont la trouille du Mossad, ils ont la trouille des représailles sionistes. Donc, les Arabes, comme d'habitude, enfin ça devient une habitude chez eux, hein, ils se sont réunis, enfin ils se réunissent, l'organisation de la conférence islamique, d'ailleurs il va se réunir la semaine prochaine, attention, ça va barder, donc ils vont se réunir et ils vont leur dire, voilà, c'est intolérable, c'est inadmissible, nous n'accepterons jamais, et patati, et patata, voilà. Bon. Donc en fait, à partir du moment où il y a eu l'annexion juridique de Jérusalem et que de toutes les façons il ne s'est rien passé de concret, Israël a commencé à élargir la zone de Jérusalem. Bon.
savez qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 250 000 colons à l'est de Jérusalem. Donc, imaginez pour 250 000 combien de Palestiniens, de villages palestiniens ont dû être détruits et de Palestiniens déplacés. Bon. Certains sont restés évidemment, mais et vous savez, les Israéliens, j'ai coutume de dire le génie sioniste, le génie du mal, mais le génie sioniste. Et en fait, ils vont cyniquement et doucement, c'est-à-dire ils construisent, ils chassent et ils rendent la vie impossible aux Palestiniens qui sont sur place. C'est-à-dire ces Palestiniens sont tellement terrorisés qu'ils ont tellement peur même de manifester quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit, parce qu'ils sont totalement surveillés, espionnés, etc. Et ils ont peur de perdre la carte de résidence dans la zone de Jérusalem-Est. Ils ont peur d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger parce qu'ils risquent de ne pas être autorisés à revenir. Ils demandent des permis de construire qu'on ne leur donne pas. Donc, des familles s'entassent. Parfois, ils se disent, bon, je vais quand même construire, j'ai un petit terrain, je vais construire. Alors, les sionistes, regardez le cynisme, enfin, c'est extraordinaire. Ils les laissent finir la construction. Et puis, quand c'est presque terminé, ils viennent leur dire, oula, ça c'est illégal. Alors, ou vous le détruisez vous-même, ou bien on va vous le détruire et on vous envoie la facture, 10 000, 15 000, 20 000 euros. Voilà, c'est la loi. Alors, les Palestiniens, évidemment, ils peuvent aller devant la Cour de justice, mais c'est la loi. Et donc, en fait, c'est tout un système de terreur, de dissuasion pour pousser les Palestiniens soit à vivre de manière vraiment atroce, dégueulasse. C'est-à-dire quand vous comparez les conditions de vie des Arabes qui vivent à Jérusalem-Est, c'est-à-dire avec le droit de travailler et de résider, il faut regarder ces villas. Il n'y a pas longtemps, Israël a détruit, vous savez, les Israéliens, ils disent, vous savez, quand on touche un cimetière juif, il y a tout de suite un énorme scandale, etc. Enfin bon, ils savent y faire. Hein. Par contre, les Israéliens ont détruit un cimetière, un vieux cimetière musulman, à l'est de Jérusalem, et ils ont construit dessus un musée. Et admirez, moi je leur tire mon chapeau, hein, pour construire un musée sur le dialogue judéo-arabe. C'est extraordinaire, non? Enfin, c'est fabuleux. Bon. Récemment, enfin, je veux dire, après la déclaration de la décision de Trump, Israël a annoncé la construction de 6 000 logements à l'est de Jérusalem. 6 000 logements. 6 000 logements, ça veut dire 5 à 6 personnes par famille, ça veut dire déjà 25 000 personnes. En plus, d'accord? Mais cette nouvelle est passée inaperçue parce que, à cause de la nouvelle, etc. De toutes les façons, vous savez, chaque semaine, il y a une annonce. Et voilà, il y a une annonce, on construit 2 000 logements, 3 000 logements, 5 000 logements, et comme d'habitude, il y a une protestation, tout à fait formelle. Hein. L'Union européenne dit c'est pas bien. Bon, évidemment, Washington, quand c'est trop gros, dit c'est un obstacle à la paix. Mais bon, mais ils le font, voilà, petit à petit, ils avancent. Et le coup de maître aussi, je dis déjà, mais je le dirai après, que je répondrai à toutes les questions que vous me poserez dans une vidéo demain, comme j'ai pris l'habitude de le faire. Et donc, le coup de maître, vous savez qu'Israël, j'ai parlé des accords d'Oslo déjà, Israël était dans une situation très très délicate avec la première intifada. Et Israël a lancé les accords d'Oslo
pour recouvrer une légitimité internationale, parce que vraiment la situation d'Israël sur le plan diplomatique était catastrophique. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais juste pour vous dire que les accords d'Oslo ont permis à Israël de rétablir des relations diplomatiques avec l'Inde, la Chine, beaucoup de pays africains, l'Inde et la Chine, entre parenthèses, qui achètent pour 4 à 5 milliards de dollars par an d'armement à Israël. Mais qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui sur les accords d'Oslo? C'est Jérusalem. C'est-à-dire, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais quand on a signé les accords d'Oslo, il y avait des problèmes. Est-ce qu'on allait régler les problèmes? C'est-à-dire, Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait de Jérusalem? Alors, il y a un article qui dit, on verra plus tard. On signe d'abord, Jérusalem, on verra plus tard. Bon. Arafat signe. Okay. Les colonies. À l'époque, il y avait déjà 150 000 colons en Cisjordanie. Qu'est-ce qu'on fait des colonies? Plus tard. Arafat ici, on verra plus tard. Les frontières, plus tard. Ok, on signe plus tard. Et donc, toutes les questions sensibles, on les a remises à plus tard. Ce qui fait que les accords d'Oslo ont servi à quoi? C'est-à-dire, juridiquement parlant, Israël a obtenu d'abord la création d'une autorité palestinienne, une coquille vide qui ne sert à rien, et en même temps, les Israéliens ont demandé à Arafat, qui leur a donné 60% de la Cisjordanie, ce qu'on appelle la zone C. Je répète, Arafat, les accords d'Oslo accordent à Israël la souveraineté totale sur 60% de la Cisjordanie. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un diplomate américain qui avait dit il y a quelques jours, mais vous savez, les colonies, il n'y a que 2% des colonies qui sont illégales. Et il a raison, malheureusement. C'est-à-dire que 60%, le gros des colonies, il est dans ces 60%. Et ces 60% sont sous la souveraineté israélienne, avec les accords d'Oslo, signés par Arafat. Arafat leur a donné. Voilà. Malheureusement. Donc, les accords d'Oslo servent à faire croire qu'il y aura un État palestinien dans un certain temps. Je ne sais pas si vous connaissez le sketch de Fernand Reynaud qui dit un certain temps. Bon, enfin bon, ça me rappelle ce sketch, c'est très marrant. Et un certain temps dure depuis 24 ans. Pourquoi se gêner? Imaginez le comique de la situation. Imaginez qu'on signe aujourd'hui les accords d'Oslo et qu'on est en 2017 et qu'en 2041, je répète, on est en 2017, on signe des accords d'Oslo et en 2041, on en est encore à discuter. Bon, sauf que pendant qu'on discute, Israël grignote, prend du territoire. Il a fait passer, vous savez, il y avait 150 000 colons à Oslo, au moment des accords d'Oslo, aujourd'hui, presque 700 000. Et donc, petit à petit, ils étouffent l'économie palestinienne. Ils leur laissent des bribes, quelques villes comme ça, mais entourées de colonies. Les sionistes surveillent tout, accaparent tout. Alors, les Israéliens ont inventé un truc qui était vraiment, il faut le rendre hommage, c'est le génie du mal, mais c'est le génie. Ils ont dit à Arafat, c'était en 1999-2000, Ehud Barak, c'était un premier ministre, il est resté 1 an. C'est un premier ministre de gauche. Donc, vous savez, enfin de gauche, bon, c'est un ancien chef d'état-major. Il a invité Arafat et Bill Clinton, il a fait organiser un sommet à Camp David. Et Arafat est allé, il est tombé dans le piège comme un bleu.
Je suis désolé de le dire, enfin bon. Il est allé, et évidemment, il n'a rien obtenu. Enfin, c'était une action de propagande. C'est extraordinaire. Parce qu'au bout de 4-5 jours, Ehud Barak est sorti avec Bill Clinton et ils ont dit nous avons offert 93% de la Cisjordanie à Arafat, il a refusé. Ils n'ont même pas offert 50%. Je veux dire, où est cette carte des 93% qu'ils ont offert? Où est cette carte? Ils n'ont jamais montré. Mais malheureusement, comme les médias obéissent au lobby judéo-sioniste dans le monde entier, comment dire, dans l'esprit international, dans la communauté internationale, il était entré dans notre esprit que Arafat a refusé une offre généreuse, extraordinaire. Bon. Alors, dans la proposition comment il s'appelle, Ehud Barak, il y avait un truc pas mal. Vous avez entendu parler d'un bouddhiste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. J'ai mis un post sur Facebook. C'est quoi Abu Dis? Abu Dis, l'Arabie Saoudite, une façon de reconnaître la décision de Trump, c'est-à-dire l'unité de Jérusalem au profit d'Israël. Voilà. L'Arabie Saoudite, elle est partante, il n'y a pas de souci. Elle a dit aux Palestiniens, écoutez, bon, qu'est-ce que vous avez besoin de Jérusalem? Hein, franchement. Prenez une capitale, faites d'Abu Dis votre capitale. Alors, Abu Dis est un patelin qui se trouve très loin de Jérusalem, il y a à peu près 10 000 habitants, et qui est séparé du territoire israélien, c'est-à-dire qu'Israël s'est donné par le fameux mur, vous savez, le mur qui sépare. Donc, Ehud Barak, déjà, c'était l'idée, leur a dit, écoutez, Jérusalem, c'est très difficile pour vous, vous savez, psychologiquement, etc. Prenez Abu Dis, après tout, on n'est pas loin de Jérusalem. Bon, je ne sais pas, à l'époque, c'est Arafat, peut-être il aurait été prêt à accepter, mais bon, mais finalement, cette idée est restée d'un petit patin qui s'appelle Abu Dis, et de temps en temps, ça revient dans les négociations. Et donc, comment il s'appelle, l'Arabie Saoudite, et je suis sûr que les autres pays arabes, sans le dire peut-être ouvertement, d'ailleurs la Ligue arabe s'est réunie, ou les ministres des Affaires étrangères, et puis ils ont dit c'est pas bien, voilà, la déclaration de Trump, mais c'est tout, hein, c'est pas, qu'est-ce qu'il peut faire de toute façon? Donc, Abu Dis, voilà, retenez bien ce nom, si jamais, et encore, le Bantoustan palestinien venait à être créé, bien entouré par les forces sionistes, venait à être créé, il aurait pour capitale, alors peut-être Ramallah, je ne sais pas, mais pourquoi pas Ramallah, mais Abu Dis parce qu'il est proche de Jérusalem, enfin bon. Mais en attendant, vous savez, à Jérusalem, il y avait par exemple des institutions palestiniennes que le régime sioniste a fait fermer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune présence palestinienne officielle ou symbolique à Jérusalem, à l'est de Jérusalem. Par exemple, il y a 2-3 ans, il y avait un Premier ministre, pas l'actuel, pas palestinien, enfin je dis Premier ministre, c'est un Premier ministre en chocolat. Enfin, je veux dire, vous savez, les Palestiniens, ils se donnent des titres, Saeb Erekat, ministre des négociations, ministre des Affaires étrangères, ministre de ceci, ministre de cela, mais ils ne valent rien. Je veux dire, c'est des puppets, c'est des caniches. Vous connaissez, je vous rappelle cette histoire avant de revenir au Premier ministre. Il y a 2-3 ans, il y avait un ministre palestinien qui revenait de Jordanie dans sa Mercedes. Et il passait le pont Allenby. Et bon, il y avait un sous-off israélien, sergent, je sais pas quoi, il lui a dit, tu descends de la voiture et tu traverses à pied.
parce qu'il il avait un pass spécial. Mais il lui a dit, tu descends de voiture et tu vas à pied, tu traverses à pied. Et l'autre, il dit, mais je suis ministre. Et le militaire israélien, écoutez, si tu n'es pas content, tu retournes en Jordanie, hein, tu repasses le pont. Eh bien, il est passé à pied. L'humiliation constante. Mais ils se disent ministres, enfin bon. Et donc, le Premier ministre, c'était un ancien de la Banque mondiale, donc libéral, mais vraiment, enfin, le Palestinien moderniste parfait, Larbin, voilà. Il a voulu inaugurer une école primaire à l'est de Jérusalem. Jérusalem-Est, une école arabe, palestinienne, enfin arabe. Et Israël lui a dit, il n'en est pas question. Voilà. Et il a fermé sa gueule. C'est-à-dire, en fait, voilà. Donc, petit à petit, l'emprise israélienne sur Jérusalem se renforce, mais les Israéliens, c'est ça aussi leur intelligence, ils savent reculer, ils savent, comment dire, quand ils vont trop loin et qu'ils voient que, bon, là, ça déconne, alors ils savent faire un pas en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'affaire des portiques. Là, l'affaire des portiques, même la Jordanie, qui est, pour moi, la Jordanie est un protectorat sioniste. C'est-à-dire, voilà, Israël leur laisse faire des déclarations, mais comme la Jordanie a une population extrêmement anti-israélienne, parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens, etc., le roi ne peut pas tellement, enfin, il est obligé de prendre des positions un peu courageuses, disons. Et donc, Israël a voulu installer des portiques autour de la mosquée, Al-Aqsa. Et là, les Jordaniens ont dit non, il n'en est pas question, etc. Et donc, les Israéliens les ont enlevés. Bon, ils vont attendre un autre moment favorable. Ne vous en faites pas pour eux, ils savent y faire. Alors, maintenant, j'ai dit au début que cette affaire de Jérusalem, capitale d'Israël, est une suite logique dans la même mise d'Israël sur la Cisjordanie. Je crois que c'est Tariq Ramadan qui a dit, après tout, Jérusalem est la capitale de facto d'Israël. Enfin, je veux dire, Israël fait ce qu'il veut, l'État sioniste fait ce qu'il veut à Jérusalem, ouest et est. Enfin, je veux dire, c'est voilà, mais seulement les États, enfin d'autres États, mais à mon avis, on va digérer, ça va se digérer assez vite. Et après une petite, voilà, une petite protestation de façade, ça sera digéré. Est-ce que le moment a été bien choisi par l'Amérique pour faire ça? Parce que vous savez que Trump, comme beaucoup d'Américains, vous savez profondément, mais les Américains sont très antisémites, sont très racistes, et en particulier antisémites, c'est-à-dire ils n'aiment pas les Juifs. Voilà. Je parle des années 30, 40, 50, etc. Je n'ai pas le temps d'entrer dans des détails, mais je crois que je vous ai donné quelques éléments. Vous savez, il y avait des grands hôtels à New York ou à Miami où il était écrit interdit aux Juifs. Bon, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais pour vous dire. Et en général, le milieu d'affaires, par exemple, Ford avait écrit un livre terriblement antisémite dans les années 20. Et probablement que, vous savez que Trump, au début, quand il a lancé sa campagne électorale, il était un candidat, comment dire, presque antisémite. Enfin, je veux dire, il avait dit, moi, je ne peux pas prendre position entre Israël et les Palestiniens. Pour moi, ils sont égaux. Et même, il faisait presque des déclarations qui pourraient presque passer pour antisémites, presque, enfin, aux États-Unis. Et au mois de mars, il avait compris que s'il continuait dans cette voie, il allait perdre l'élection parce que en tout cas, il mettait beaucoup de chance contre lui parce qu'il allait se mettre le lobby sioniste à dos.
l'AIPAC, etc. Enfin bon, vous imaginez. Et alors, il y avait une réunion de l'AIPAC en mars 2016, et là, il est allé, et il s'est montré plus sioniste que Clinton, etc. Et il est probable que Trump, peut-être qu'il n'a pas changé sur le fond, mais disons que cette affaire lui sert parce que, disons, il se met dans la poche le lobby judéo-sioniste, donc la banque, donc Hollywood, enfin un petit peu Hollywood, etc. Et donc, il s'évite d'autres ennemis parce qu'il n'est pas dans une situation très, très favorable. Mais ceci étant dit, de toutes les façons, comment dire, cette reconnaissance de Jérusalem, elle serait venue tôt ou tard, de toutes les façons. Maintenant, pour moi, et je vais peut-être vous surprendre, j'estime que c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Je suis très content que ça arrive. Pourquoi? Parce que, en fait, Israël vit et comment dire, Israël a une place de choix dans la diplomatie internationale, dans la diplomatie mondiale. Israël, par exemple, mène une campagne diplomatique fantastique en Afrique, a des relations économiques et militaires extraordinaires avec la Chine, l'Inde, etc., grâce à la fiction des négociations avec les Palestiniens. C'est-à-dire que ces négociations qui vont aboutir quand le Messie viendra, qui vont aboutir à l'existence de deux États, lui donnent une légitimité, une reconnaissance internationale. Et donc, pour moi, les reconnaissances de Jérusalem, je dis c'est une excellente nouvelle, parce que j'espère qu'elle va pousser les Palestiniens à se dire il n'y a pas de solution finalement avec l'Amérique, ni avec Israël. Il faut, pour moi, je dis que les Palestiniens ont une carte extraordinaire à jouer, qui est d'abandonner les accords d'Oslo et de dire les accords d'Oslo, ça fait 24 ans, on n'a rien obtenu, donc on dénonce les accords d'Oslo, que les Israéliens viennent reconquérir tout le territoire et qu'ils redeviennent des occupants. Et là, je vous garantis que la moitié de la planète rompra les relations diplomatiques et commerciales dans l'année qui suit. J'ai expliqué pourquoi les Palestiniens ne font pas. En gros, c'est-à-dire, voilà, parce que la classe politique, ce que j'appelle la nomenclatura palestinienne, pas seulement le gouvernement, il y a peut-être 3 000, 4 000, 5 000 Palestiniens qui vivent très bien de l'occupation, très très bien. Vous savez, il y a des centaines de millions de dollars qui se déversent chaque année sur la Palestine, sur voilà. Des centaines de millions, peut-être 1 milliard. Où va cet argent? Vous savez, la Palestine, enfin, entre guillemets, l'État palestinien, il a 120 ambassades à l'étranger. Vous savez ce que ça coûte une ambassade? À quoi ils servent ces ambassades? À rien. À rien. Juste à se donner une illusion d'État. Il y a des ministères à Ramallah, des ministères de toutes sortes, qui ne servent à rien, c'est-à-dire se donner une illusion. Et c'est cette nomenclatura de 5 000 Palestiniens qui ont des salaires qui dépassent les 10 000, 15 000 euros par mois, d'accord? Eux, ils ont des permis pour passer les frontières. Ils peuvent envoyer leurs enfants à l'étranger, étudier, revenir, etc. Et donc, ils veulent garder ces privilèges. Et c'est ça le malheur. C'est que le monde arabe, de manière générale, à part peut-être le Liban, que je mettrai de côté, le monde arabe et les Palestiniens sont à genoux, sont d'une lâcheté extraordinaire, d'une faiblesse, d'une pusillanimité. C'est terrible d'être aussi bas, aussi lâche. Voilà. Les Palestiniens, qui construit les colonies en Cisjordanie? C'est-à-dire, matériellement parlant, qui monte les immeubles? Ce sont les ouvriers palestiniens.
qui garantit la sécurité des colonies? Vous savez qu'en Cisjordanie, il y a des routes réservées aux Juifs. C'est pas écrit, parce que ça serait, comment dire, ce serait pas bien si on prenait une photo. Mais tout le monde le sait, c'est connu. Il y a les belles routes. Vous savez, quand vous voyez des routes des Palestiniens qui veulent aller de Ramallah à Hébron, etc., eux, ils ont des routes sur du sable ou de terre, alors qu'il y a de très belles routes, bien asphaltées, etc., mais réservées aux Juifs en Cisjordanie, prises sur les territoires palestiniens. Qui garantit la sécurité sur ces routes? Les forces de sécurité palestiniennes. Alors, moi j'espère que cette reconnaissance de Jérusalem va un peu réveiller les Palestiniens et le monde arabe et dire, voilà, on aura l'État d'Israël, l'État sioniste ne nous donnera jamais un État, jamais, qui se mette bien en tête. Mais enfin, comment on peut être aussi stupide quand on connaît un peu Israël, c'est-à-dire quand on suit la politique israélienne, les Naftali Bennett, les Avigdor Lieberman, etc., etc. Comment ils peuvent croire qu'ils vont avoir un État? Comment ils peuvent le croire alors que les sionistes sont en train de bouffer tout le territoire, de les harceler, de détruire les oliviers, ils les détruisent, ils tuent leurs moutons, enfin tout. Et ils continuent à croire. Et moi j'espère que les Palestiniens auront un sursaut, peut-être pas la nomenclature, peut-être le peuple, et qui va dire que cette idée que de 2 États, ça suffit. On l'aura pas, on l'aura jamais, ils l'auront jamais. Et s'il obtient quelque chose, ça sera un bantoustan, c'est-à-dire 3 ou 4 petits morceaux, sans lien entre eux, dont tous les accès aériens et terrestres seront contrôlés par les sionistes. Vous appellerez ça un État? Et donc, j'ai posté un tweet en disant c'est une excellente nouvelle. J'espère que moi, mon rêve ou mon ambition, c'est que l'impérialisme israélien, sioniste, se montre dans toute son ampleur, dans toute sa violence, dans toute son extrémité, et que les Palestiniens comprennent qu'ils n'ont plus le choix que de dire aux Israéliens, non pas combattre par la force, parce qu'ils seront écrasés en quelques heures, non, juste de dire on ne collabore plus, nous ne collaborons plus avec notre maître. Vous savez, il y a une image qui me vient à l'esprit, vous connaissez les relations SM, sadomaso. Je ne dis pas ça pour... Salut Faisal, comment dire, bon, ce sont des réalités, je veux dire, les relations sadomaso, bon, ça a toujours existé, etc. Il y a même de la littérature, et de la très bonne. Je vous conseille un livre qui s'appelle Histoire d'eau, D''O, qui a été écrit dans les années 50 par une secrétaire de direction d'une grande maison d'édition qui avait la cinquantaine et c'était dans l'anonymat. Et pendant des années, on s'était interrogé qui avait écrit cette histoire. Et donc, c'est quoi les relations sadomaso? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a le sadique et le masochiste. Donc, il y a un maître et son esclave. Pour qu'il y ait un maître, il faut qu'il trouve un esclave. Pour qu'il y ait un esclave, il faut qu'il trouve un maître. Dans cette relation israélo-palestinienne, qui est sadomaso, enfin, qui relève du sadomaso, il y a un maître qui montre son mépris des Palestiniens, du droit international, qui prend les terres qu'il veut, qui arrête qui il veut, il ferme des radios, il y a quelques jours, ils ont fermé des radios et des télévisions à Hébron. De quel droit? Mais quand il y a un maître, il y a un esclave. Voilà. Et donc, ils se sont bien trouvés. Je suis désolé de le dire, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui me fait mal au cœur quand je le dis. Je dis que les Palestiniens, je pense au peuple palestinien, je dis qu'ils méritent ce qui leur arrive.
je veux dire, ils le cherchent, dans un sens. Bien sûr, je compatis, etc. Mais en même temps, enfin, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ils vont collaborer avec leur maître? Jusqu'à quand ils vont collaborer avec leur oppresseur? On ne collabore pas avec son oppresseur. Si on n'a pas la force de se battre, on dit, on se croise les bras. Je préfère crever de faim, manger des olives et ne pas collaborer avec mon oppresseur. Voilà. Et le château de cartes tombera. Voilà. Donc j'espère que cette idée fera son chemin, que le mythe de deux États, c'est de la rigolade, c'est vraiment de l'arnaque, et donc qu'on mette fin à cette gabegie, enfin cette illusion, cette fiction, et qu'on revienne à, comment dire, vous savez, en arabe on dit le karama, de la dignité, bon Dieu. Le monde arabe, ça fait 60 ans qu'il se soumet, qu'il s'aplatit, qu'il s'agenouille. Et bon Dieu, il faut, même si on n'a pas la force d'opposer une résistance militaire, mais au moins une résistance, comme Gandhi, une résistance de non-violence. Voilà, une résistance passive. Ne pas collaborer avec son oppresseur. Voilà ce que je voulais vous dire sur Jérusalem. Vous savez, ce qui est bien, je vais vous dire quelque chose, un truc optimiste, c'est que les Israéliens maintenant, on leur donne tout, et c'est ça le malheur, c'est comme un enfant gâté. Vous savez, un enfant gâté, vous lui donnez, mettons, 10 cadeaux à Noël, au mois de, je sais pas moi, la prochaine fête, il voudra 30. Voilà. Et Israël reçoit des cadeaux de toutes sortes. Les Israéliens sont les maîtres du monde. Je le dis carrément. Ils sont les maîtres du monde aujourd'hui. Ils peuvent influencer n'importe quel grand pays, la politique de n'importe quel grand pays. Et même la Russie, sur la Syrie, est obligée de, comment dire, de jouer d'égal à égal avec Israël en Syrie, par exemple. La Chine et l'Inde achètent des armements sophistiqués à Israël, sans parler de la France, les États-Unis, etc. Israël emmerde l'ONU. Voilà. Il fait ce qu'il veut à l'ONU. Et donc, ce qui est bien de positif dans ça, c'est que Israël se dit, nous sommes les maîtres du, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on va aller de l'avant, on va écraser le monde. L'Europe, l'Amérique, le monde arabe. Ce qu'ils savent pas, c'est que il y a tout un sentiment anti-israélien, anti-juif qui monte, et qui les balayera. Mais tout ça renforce leur détermination à ne rien lâcher. Et ils ne lâcheront rien. Et c'est ça, notre espoir, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne lâcheront rien, et donc ils vont finir par tomber dans l'excès, dans l'euphorie qui dira, voilà, on peut tout faire, donc on va écraser le monde. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc vous pouvez, d'abord, si des gens m'ont laissé des remarques, je ne peux pas lire parce que c'est très compliqué, des questions ou des commentaires qui méritent une réponse, donc je répondrai demain, je ferai une vidéo, maintenant j'ai pris cette habitude. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les ajouter à la suite de la vidéo et j'y répondrai demain dans une vidéo supplémentaire en fin d'après-midi à peu près. Donc je vous souhaite une bonne soirée et vive la Palestine et vive Al-Quds.